Alors, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente pour ce séminaire tout spécial qui va vous présenter trois climats scolaires. Donc, pour le rappel, Climact a lancé en mars dernier un appel à contribution visant à sélectionner un certain nombre de chercheurs-chercheuses en début de carrière, qu'on appelle les climats scolaires, pour présenter leurs recherches dans le cadre de cette édition spéciale des séminaires Climact sur les changements climatiques et la société durable. Ce séminaire est l'occasion de mettre en avant la recherche de ces chercheurs et chercheuses en début de carrière et surtout d'en discuter avec vous, la communauté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à discuter, à émettre des idées. Les séminaires d'aujourd'hui seront donnés en français par nos trois climats scolaires. On va commencer par Dr Mohamed Srir. Mohamed Srir est titulaire de doctorat en urbanisme et environnement de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. En tant que membre du laboratoire Ville, Urbanisme et Développement durable, il a travaillé sur des questions en lien avec la durabilité et la résilience de la ville, l'aménagement urbain et la gouvernance locale. Mohamed a rejoint l'Institut de géographie et durabilité de l'UNIL en septembre 2022 pour travailler sur les enjeux de la transition écologique. Merci d'être avec nous, Mohamed. Je te passe le micro. Très bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à Charmilly, à Nicolas et merci aussi à Climac d'avoir accepté ma présentation. Donc, je vais partager mon écran. Pour ma présentation, je souhaite partager avec vous quelques aspects de ma recherche qui est en cours et qui s'intéresse à la question de la transition écologique d'un point de vue de la gouvernance urbaine, où je fais plus précisément une étude sur la ville de Lausanne et sa politique climatique en mobilisant la théorie du donut. Voici le plan de ma communication. Je vais commencer par un aperçu rapide de la vision climatique de la ville. J'expliquerai ensuite l'application de la théorie du donut sur le cas lausannois pour évoquer ensuite les enjeux autour des objectifs prioritaires et je conclus avec quelques leviers d'action pour la politique publique. Pour le premier point, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais dire deux mots sur la situation des émissions de la ville de Lausanne, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 14 tonnes équivalent CO2 par habitant, ce qui, vous l'imaginez bien, dépasse largement les limites planétaires. Et les trois premiers postes responsables sont respectivement la consommation avec plus de la moitié des émissions, puis les transports et le bâtiment. Du côté de la stratégie, Lausanne a une vision climatique très ambitieuse. Son plan climat a été élaboré autour de cet objectif central de ramener à zéro les émissions carboniques directes à l'horizon 2050, avec des objectifs intermédiaires pour chaque décennie. Donc, pour la mobilité, zéro véhicule thermique dès 2030 sur sol lausannois. Pour le chauffage, 75% des ménages alimentés par le chauffage à distance avec une énergie 100% renouvelable en 2050. Et puis, pour les bâtiments, 3,3% par an quant au taux de rénovation du parc immobilier pour les 30 prochaines années, ce qui permettrait une baisse de 60% des émissions des bâtiments à terme. Et un plan canopé qui vise aussi une augmentation de 50% de la surface foliaire d'ici 2040. Alors, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est d'étudier le processus qui vient à la suite de la définition de ces objectifs. Et je pose la question de la gouvernance et des modalités opérationnelles de la transition que la ville devait et devrait mettre en place afin de concrétiser la vision tracée. Je me fixe donc comme objectif pour ce travail de modéliser le profil de Lausanne au regard de la transition écologique et sociale, de proposer aussi un système d'indicateurs d'évaluation et de suivi du plan climat. Pour cela, je fais appel à la théorie du donut et je passe à la deuxième partie donc, de ma présentation. Alors, c'est quoi cette théorie du donut? Très simplement, le donut, d'ailleurs inspiré de la forme annulaire du délicieux gâteau que nous aimons tous, ça c'est entre parenthèses,
Donc, cette théorie identifie un fondement social de bien-être et qui représente un minimum à assurer pour tous et aussi un plafond écologique de pression sur l'environnement au-delà duquel nous ne devrions pas aller. Entre les deux limites se situe un espace juste et sûr pour l'humanité et le vivant. Dans mon travail, je me suis inspiré plus précisément de la déclinaison de cette théorie à l'échelle des villes et qui a été expérimentée par l'initiative de Not for Cities au niveau de 3 villes, à savoir Amsterdam, Bruxelles et Portland, et qui ont expérimenté une approche centrée sur la notion de prospérité pour les êtres humains et pour la planète, à la fois au niveau local et au niveau global. Alors, qu'en est-il de la situation de Lausanne? Là, je vous mets le donut urbain dans une représentation un peu différente, plutôt axée sur un profil urbain de la transition écologique et sociale et une évaluation des thématiques en termes d'atteinte des objectifs sur une échelle de 100%. La position actuelle de chaque thématique que vous pouvez voir en bleu ou en jaune exprime la valeur de l'écart à réduire pour atteindre l'objectif visé par la politique de la ville. En dégradé de rouge, les plages de dépassement ou alors les insuffisances, selon que l'on se place à gauche pour les thématiques sociales ou à droite pour les thématiques écologiques, où, comme vous le remarquez, les dépassements concernent quasiment l'ensemble des indicateurs évalués: changement climatique, charge d'azote, énergie, consommation d'eau, déchets, pollution atmosphérique, etc. L'intérêt en fait de ce donut est de prendre la mesure de cet état des lieux qui devrait pousser à agir et à agir vite pour corriger la courbe vu l'urgence climatique actuelle. Ce slide et celui qui va suivre, c'est pour dire que derrière la représentation de notes, il y a tout un système d'indicateurs et un travail de modélisation pour sélectionner les éléments les plus représentatifs et les plus pertinents pour le cas lausannois. Là, juste pour donner un exemple, c'est le système d'indicateurs écologiques à l'échelle locale qui sont organisés suivant le fonctionnement des services écosystémiques d'approvisionnement et de régulation, puis en relation avec les thématiques qui sont données par le donut. Et justement, en tant que politique publique, au-delà de la vision globale que nous donne le donut, il s'agit d'aller regarder de plus près quelles sont les thématiques et précisément les indicateurs qui posent problème. Ces profils radars qui croisent les thématiques écologiques et sociales aux deux échelles, locales et planétaires, permettent en fait de montrer le chemin qui reste à parcourir sur une échelle d'évaluation, comme ici où j'ai choisi l'échelle -1, +1, et de se situer en fait par rapport à une ligne de référence en orangé sur les schémas qui exprime le seuil de neutralité avec la valeur 0. Maintenant, dans cette partie, je vais évoquer quelques enjeux qui sont associés à chaque objectif prioritaire. Je vais commencer, disons, par le plus controversé, l'objectif de 0 véhicule thermique dès 2030 sur sol lausannois. D'abord, en termes de répartition modale, on prévoit de passer à 15% d'usage du véhicule individuel par rapport à la situation de 2015, que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, ce qui explique de devoir planifier cette transition en augmentant les autres parts modales, à savoir la mobilité active et le transport collectif. Il s'agit également d'augmenter la part de l'électrique, qui est aujourd'hui insignifiant devant les 98,7% de véhicules thermiques en circulation. Par contre, la grande contrainte reste l'élimination du véhicule thermique. Est-ce que la municipalité a les moyens juridiques pour l'interdire sur son territoire? La citation que je vous mets en bas du slide dit que l'année 2030 est un objectif temporel, théorique et idéal, dont l'atteinte dépend de modifications préalables de la législation fédérale. Actuellement, la municipalité ne dispose pas des outils légaux pour implémenter cette mesure. Donc, c'est une réponse. Cette réponse de la municipalité évoque clairement la question de faisabilité réglementaire qui dépend des sphères supracommunales de décision. Donc, l'autre question qui se pose et qui reste entière, quelle est finalement la marge et l'alternative dans ce cas dont dispose la ville pour respecter ses engagements
dans le cadre de cette politique climatique. Un deuxième cas aussi problématique est celui de la rénovation énergétique dans le domaine du bâtiment. Comme le montre aussi le graphique, le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont responsables de près de 60% des émissions directes de gaz carbonique. Et les chiffres sont également très éloquents dans le tableau en bas à droite. Ces chiffres nous apprennent que la situation de la ville ne progresse pas suffisamment sur la réduction de la consommation et sur les énergies renouvelables, puisque le mix d'approvisionnement reste largement dominé par des énergies d'origine fossile. Et la situation est encore beaucoup moins reluisante sur la question de la rénovation énergétique qui ne dépasse pas les 1% annuels. Pour les deux cas suivants, les choses se présentent plutôt bien. Dans le cas de l'objectif chauffage, la machine est déjà huilée du côté de l'extension du réseau de chauffage à distance sur le territoire lausannois. Il y a quelques jours seulement, la ville a validé les financements pour réaliser les installations nécessaires qui sont programmées d'ici 2035 et qui permettront à terme d'atteindre les 100% de renouvelables. Néanmoins, le défi de la décarbonisation du réseau reste entier puisque la part du renouvelable pour la chaleur ne représente à l'heure actuelle que 23%. Concernant le plan Canopé, la ville possède un potentiel intéressant, en tout cas pour l'augmentation de la surface foliaire, donc la surface des feuilles d'arbres. Seulement, pour assurer une meilleure efficacité, la réflexion doit être étendue aussi à la question plus globale de la biodiversité, qui est en recul, puisque l'indicateur sur les oiseaux nicheurs indique un déficit de près d'un tiers de la diversité requise dans les zones urbanisées de la commune. Le lien doit aussi être établi avec l'adaptation des espaces publics au réchauffement. Lorsque l'on sait qu'au centre de Lausanne, par exemple, il peut faire jusqu'à 8 degrés de plus que dans la périphérie de l'agglomération. J'arrive au levier d'action. Ce qu'on peut conclure donc de ces lectures, c'est qu'effectivement, les objectifs sectoriels, aussi ambitieux soient-ils, ne peuvent répondre seuls à une problématique aussi complexe que celle que la crise climatique d'aujourd'hui et qu'il faudrait considérer une vision d'effectivité en mettant en perspective les moyens d'action à mettre en place avec les résultats escomptés. Ces quelques leviers d'action concernent plutôt les politiques publiques. D'abord, il faut introduire le concept de sobriété dans la politique climatique. Le GIEC a insisté là-dessus, puisque réduire la consommation et donc le besoin en ressources reste l'action la plus efficace qui soit et qui ne coûte absolument rien aux finances. Ensuite, il s'agit d'assurer l'effectivité des mesures du plan climat en les outillant d'instruments opérationnels sous forme de tableaux de bord avec des indicateurs précis, situer les responsabilités, prévoir les moyens, les phasages, etc., pour qu'on puisse en fait mesurer le progrès soit annuellement ou alors sur un échéancier bien précis. C'est aussi préciser les configurations alternatives possibles en concertation avec les acteurs concernés, lors d'assemblées citoyennes par exemple, ou de sondages comme celui qui a été fait pour le secteur de la mobilité, qui a donné des résultats assez intéressants. Je n'ai pas le temps ici pour le présenter. Un autre levier à actionner, c'est l'adoption aussi de l'exemplarité de l'administration comme démarche systématique. C'est ce qui est proposé d'ailleurs dans le cadre de la loi sur le climat qui est proposée à votation pour le 18 juin prochain. Et c'est une voie tout à fait possible lorsqu'on sait que la ville de Lausanne, qui est quand même responsable de plus de 6% des émissions, elle est propriétaire d'un tiers du foncier urbain. Elle peut donc agir en réduisant par exemple le train de vie énergétique de ses bâtiments, de sa flotte de véhicules, en changeant les modèles de construction d'approvisionnement vers moins d'impacts environnementaux et plus de circularité. Un autre levier, c'est d'inciter et d'accompagner sur les deux plans financiers et techniques le développement des énergies renouvelables,
notamment le solaire qui reste le potentiel le plus important et qui permet dès aujourd'hui d'anticiper le recul de l'hydroélectricité, puisqu'avec les changements climatiques, il y a moins de précipitations, moins de neige, etc. Et ça peut influer sur le rendement de l'hydroélectricité. Pour l'efficacité énergétique, on peut imaginer le développement du programme Equiwatt, qui donne des résultats très encourageants, mais qui reste axé sur le remplacement des équipements, ce qui n'est pas suffisant pour résoudre le problème dans son ensemble. Et puis, enfin, encourager et soutenir la formation au métier d'assainissement énergétique des bâtiments pour essayer de combler le déficit en main-d'œuvre et en compétences qui s'avère être la cause derrière le retard enregistré. En tout cas, les spécialistes parlent de pénurie dans ce domaine, alors que la rénovation doit tripler de vitesse, puisqu'aujourd'hui, elle ne dépasse pas les 1% annuels. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. On va vous remercier et passer du coup à Dr Manoa Rajaonarivelo. Je m'excuse pour la mauvaise prononciation. Alors, Manoa est une chercheure environnementale malgache qui a longuement mené des recherches sur les diverses problématiques de la gestion durable des ressources forestières à Madagascar, dont les problèmes sociaux, fonciers, économiques, de la conservation et la restauration des forêts et la gestion des invasions ligneuses. Actuellement postdoctorante à l'Institut de géographie et durabilité de l'UNIL, elle analyse les dimensions politiques et gouvernance des invasions ligneuses. Merci d'être avec nous. Je vous passe le micro. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un plaisir d'être ici et de participer au séminaire Climact aujourd'hui. En fait, comme déjà présenté, je suis une chercheure malgache et mes analyses et recherches se focalisent surtout sur la gestion durable des forêts, notamment à Madagascar. Et pour les questions d'invasion ligneuse au sein des changements climatiques, pourquoi déjà on insiste sur le changement climatique? C'est parce que c'est un défi environnemental, social et économique planétaire. Et pour les continents africains, les risques et menaces sont d'envergure cruciale parce que le changement climatique risque d'atteindre une perte de la biodiversité à une échelle de 30% sur le continent africain. Mais aussi, ça a déjà affecté la réduction de la productivité agricole, les secteurs en eau, à travers des inondations ou des sécheresses, suivant des cas et des zones affectées. Mais cela affecte aussi la croissance économique, donc en réduisant la croissance économique des pays africains et en accentuant l'inégalité dans le pays. Et pour Madagascar, qui est le troisième pays le plus vulnérable au changement climatique dans le monde, les effets du changement climatique sont encore plus cruciaux parce que Madagascar est un pays très riche en biodiversité, en ne citant que Madagascar possède 83% de taux d'endémicité en espèces floristiques. Et Madagascar est déjà très affecté à cause des sécheresses qui se passent dans le sud, mais aussi des intempéries climatiques qui se passent dans la partie est à travers les cyclones. Et les personnes malgaches sont très dépendantes des ressources naturelles et dont les moyens d'existence peuvent être réellement affectés si le changement actuel continue. Dans la lutte contre ce phénomène, des négociations annuelles sont effectuées, comme nous savons tous, pour atténuer, pour pouvoir s'adapter au mieux aux effets de ces changements. Mais le principe étant que chaque pays est responsable, on a une responsabilité commune mais différenciée. Mais dans les objectifs communs, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment le carbone, et de limiter l'augmentation de la température terrestre à moins de 1,2 degré Celsius. Et pour le cas de Madagascar, les stratégies effectuées se situent surtout sur la conservation des forêts naturelles à travers la mise en place des aires protégées qui se sont surtout multipliées à partir des années 2000. Et aussi, plusieurs programmes climatiques se sont focalisés dans la restauration et le reboisement des terres dégradées à travers la plantation monoculture,
des espèces comme l'eucalyptus, le pinus ou l'acacia. Il faut savoir néanmoins que ces espèces qui sont utilisées sont potentiellement envahissantes, reconnues potentiellement envahissantes dans le pays, notamment pour le cas de pinus et de acacia. Et malgré qu'il y a encore très peu de recherches effectuées sur les questions d'invasion biologique dans le pays, les littératures disponibles nous aident à voir que Madagascar est déjà soumise aux pressions des invasions biologiques qui sont source aussi de menaces pour les biodiversités naturelles et donc menaces pour cette richesse qui est à hauteur de 83% dans le pays. Et pour comprendre alors pourquoi est-ce que les stratégies malgaches se focalisent surtout sur ces deux aspects, nous avons mené des analyses politiques, donc d'analyser les politiques climatiques à l'échelle internationale et nationale, quelles ont été les thématiques les plus soulevées dans ces diverses politiques, et pourquoi est-ce que ça a permis la propagation et l'usage de ces espèces envahissantes. Et donc, cela nous a permis de comprendre que l'importance de la forêt s'est accrue au fur et à mesure durant toutes les conventions menées à l'échelle internationale. Et donc, pour les pays en développement et à moindre émission comme Madagascar, les stratégies d'adaptation se sont surtout focalisées sur la gestion durable de leurs ressources naturelles qui leur indique alors de gérer au mieux leur forêt et de ne pas et de pallier à la réduction de déforestation et la dégradation des forêts. Et donc, aussi, l'accès au financement à travers ces diverses conventions ont amené au fait que, parce que pour effectuer au mieux disons, ces engagements climatiques, Madagascar n'a pas les moyens, et donc il devrait se soumettre aux besoins des financements ouverts. Et donc, ces financements qui sont surtout des financements volontaires, se sont surtout focalisés sur cette gestion durable. Et du coup, toutes les politiques climatiques de Madagascar se sont focalisées notamment sur 5 secteurs prioritaires, mais surtout qui sont disons, focalisés sur ces termes de foresterie, et donc sur la conservation principalement, et surtout sur la restauration. Mais après, pour comprendre pourquoi est-ce que la restauration, ça s'est traduit à travers l'usage des espèces exotiques. Donc, on a déterminé 4 thèmes qui sont des problématiques au sein des politiques. Déjà, l'analyse des fortes émissions à Madagascar se sont basées sur la transformation des forêts par l'usage des bois énergie. Et donc, l'idée, dans les politiques, c'était de substituer ces besoins en bois énergie par d'autres usages et à court terme à cause des financements. Et donc, ça n'a fait qu'accentuer l'usage des espèces exotiques qui sont à croissance très rapide par rapport aux espèces natives du pays. Mais aussi, on a vu que dans toutes les politiques qui sont évoquées, seule la Charte de l'environnement de Madagascar indique les impacts potentiels des invasions biologiques sur la biodiversité. Et donc, tous les autres aspects climatiques se focalisent surtout sur cet aspect de accroître la superficie forestière en elle seule, et ça a limité les impacts potentiels des invasions biologiques. Et comme je l'ai dit, l'invasion biologique n'est pas encore reconnue comme problématique dans les politiques même de Madagascar. Et on note comme une séparation de la considération de la biodiversité par rapport aux actions menées à travers les politiques. Et ça renforce l'idée et les solutions
des praticiens dans l'usage des espèces exotiques. Un autre cas aussi, c'est que les conventions même, par exemple, les protocoles de Kyoto favorisent les solutions pour capturer les émissions de gaz sous forme de puits de carbone. Donc, ça se traduit par une extension des superficies forestières, mais aussi, ça, c'est juste limité aux aspects carbone, mais pas aux aspects biodiversité. Et donc, là, si on tient juste compte de carbone, on peut utiliser toutes sortes des espèces, mais on peut omettre l'aspect biodiversité qui nuit par rapport à la biodiversité actuelle de l'île. Et enfin, l'accès au financement promis par les pays développés sont, comme je l'ai dit, plus volontaires que contraignants, nécessitent aux pays de se soumettre aux besoins de financement et donc d'avoir un retour d'investissement rapide par rapport aux stratégies d'adaptation qu'ils adoptent, que Madagascar adopte. Et par exemple, pour la Banque mondiale, ils ont sorti que pour des projets qui sont rentables à l'échelle de ces incidents sur la biodiversité, tout ça, c'est le projet le plus rentable, c'est pas sur le secteur de bois durable. Et donc, bois durable à Madagascar, ça veut dire des plantations durables. Les plantations, ça se traduit par une extension rapide des superficies et avec des aménagements, et donc à travers l'usage des espèces exotiques. Et ce sont tous des problématiques qui font que les espèces exotiques sont surtout utilisées en termes de projets climatiques. Mais il faut savoir que, étant donné qu'on vient de commencer cette recherche, on va pas juste se restreindre à ces analyses, mais on va encore mener des analyses avec des entretiens avec les praticiens, ceux qui ont mis en œuvre les projets climatiques, et de comprendre un peu, selon leur point de vue, leur perception, pourquoi est-ce que les reboisements se sont traduits et la compréhension de leur compréhension des politiques existantes, et pourquoi ça s'est traduit par l'usage des espèces envahissantes, surtout dans le pays. Et donc, en termes de solutions, étant donné qu'il nous faut déjà satisfaire ce besoin de réduire l'émission des carbones, satisfaire ce besoin de substituer les bois énergie, mais aussi d'étendre la couverture forestière, il faut savoir qu'il faut ajouter dans tout cela les aspects biodiversité, la réduction des invasions biologiques, la diversité biologique et le maintien des diversités génétiques. Et aussi, il faut revoir un peu ce mécanisme de marché de financement vert, notamment sur les indicateurs qui font qu'on va donner des projets sur abus de réduction des gaz à effet de serre et leur impact sur la biodiversité actuelle. Et pour cela, déjà, notre proposition, c'est juste actuellement, à l'heure actuelle, ce n'est pas de limiter le reboisement, mais plutôt de changer de point de vue dans la mise en œuvre de reboisement. Ce n'est plus de faire un reboisement à unique vocation, par exemple à vocation énergétique, mais plutôt de mettre en œuvre un reboisement qui est multifonctionnel et qui est à usage multispécifique. Et dans d'autres endroits, comme au Canada, l'usage des espèces natives avec des espèces exotiques ont permis de voir que les espèces exotiques ne se sont pas propagées, donc ont limité leur capacité d'envahissement. Mais aussi, cela a permis d'accroître la diversité biologique au sein de l'environnement qui a été restauré. Mais étant donné que
les espèces natives et leurs reboisements à Madagascar soulèvent encore d'autres problématiques qui sont surtout liées aux problèmes fonciers et aux problèmes de retour d'investissement pour les personnes qui s'investissent là-dessus. Il faut un paiement après avoir exploité les espèces exotiques au sein de la parcelle même. Il faut un mécanisme de financement lié au maintien des espèces natives pour que ça puisse être à long terme durable, et surtout pour les personnes qui vont investir là-dessus. Et du coup, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup de votre attention et je suis ouverte aux questions. Alors, je vous remercie, Manoa, pour cette excellente présentation. On va passer à Nouma, donc Dr Nouma Bertola. Il est ingénieur civil et chercheur postdoctoral au sein du laboratoire de maintenance, construction et sécurité des structures à l'EPFL. Il a effectué son doctorat au Singapore ETH Center et reçu en 2020 la EPFL Outstanding PhD Thesis Distinction in Civil and Environmental Engineering. Pour sa thèse. En 2022, il a reçu le prix de début de carrière pour ses contributions concernant l'évaluation des ponts existants par l'Association internationale pour la maintenance et la sécurité des structures. Merci d'être avec nous, Nouma. Je te passe le micro. Merci Nicolas pour l'introduction et merci encore à Climact pour l'invitation. Donc là, est-ce que vous voyez mes slides? C'est tout bon? C'est tout bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma recherche sur comment valoriser mieux les structures civiles existantes, notamment les ponts, mais aussi on pourrait appliquer aux bâtiments. Et un des exemples phares de notre recherche au laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages dirigé par le professeur Breviller, c'est la rénovation du viaduc de Chillon, que vous connaissez certainement entre Montreux et le Valais. Et grâce à des nouvelles technologies sur lesquelles je vais revenir par la suite, on a pu préserver l'ouvrage et éviter son remplacement. Le remplacement, l'alternative, ça aurait été de forer un tunnel dans la montagne à côté, qui aurait été 3 à 5 fois plus cher. Et aussi, bon, même si ça n'a pas été chiffré, il y aurait certainement eu des impacts environnementaux bien supérieurs. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer ces stratégies de valorisation. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut rendre la construction plus durable? Déjà, on peut voir sur ce graphique l'évolution de la consommation de ciment dans les dernières décennies et on peut voir qu'elle est exponentielle et qu'on ne peut pas la justifier uniquement par l'augmentation de la population qui est beaucoup plus linéaire et à tel point que maintenant, le ciment représente 8% des émissions mondiales de CO2 et si on prend le béton armé, donc le béton armé, c'est composé de ciment qui est le liant, de sable, d'agrégats, donc de gravier et d'eau, ça représente environ 11% des émissions de CO2 mondiales. Et, juste petite donnée, en Suisse, on produit 5 tonnes de béton par année par personne, donc c'est pour donner les chiffres. Et donc, il est vraiment crucial si on veut réduire nos émissions mondiales de CO2, de réduire tout simplement notre consommation de ciment. Une des solutions pour ce faire, c'est évidemment de remplacer le béton par d'autres matériaux biosourcés. Mais l'autre solution sur laquelle je travaille, c'est tout simplement de ne pas construire, de moins construire et de mieux. Donc, il faut mieux valoriser les structures qu'on a déjà afin de pouvoir, par exemple, les utiliser plus longtemps ou les transformer, etc. Un petit exemple de comment est-ce qu'on gère nos structures existantes qu'on pourrait dire en fin de vie. Alors, on peut le voir que ce soit en Allemagne ou en Chine, quand il y a une structure qui n'est, par exemple, qui a des problèmes de durabilité ou alors qui est simplement on a construit des immeubles alors qu'on n'en avait pas besoin. La solution qui est effectuée le plus souvent des cas, c'est simplement démolir la structure. Alors, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube que je trouve particulièrement choquantes où on les voit simplement faire exploser les structures. En Suisse, on fait ça de manière, on va dire, un peu plus soigneuse, mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on prend une structure qui a des propriétés structurelles, donc qui peut capacité portante, et on va la réduire à l'état de gravat, donc au mieux de matière première pour faire un nouveau béton. Mais ces nouveaux bétons qu'on appelle béton recyclé, qui sont très mis en avant par les industriels, en fait, consomment autant de ciment qu'un béton conventionnel. Donc, on va dire qu'en termes de CO2, il y a très peu de gains. Et
le but ici, ça va être de trouver d'autres solutions pour pouvoir conserver ces structures ou bien pouvoir les transformer. Et donc, je vais proposer 3 stratégies. Donc, c'est mes 3 axes de recherche. Évidemment, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le premier, ça va être d'augmenter les durées de service, notamment en comprenant mieux le comportement de nos ouvrages. La deuxième, ça va être de renforcer et de transformer des structures existantes via un nouveau matériau. Et la troisième, c'est vraiment, dans le cas où on doit remplacer une structure, de la réemployer plutôt que de la démolir et de la recycler. Donc, concernant la première stratégie, donc, tout d'abord, je vais juste expliquer un petit peu les modèles qu'on utilise en génie civil. Ce qui différencie le génie civil des autres branches de l'ingénierie, c'est qu'on a beaucoup plus d'incertitudes dans le comportement de nos matériaux, parce que, par exemple, le béton est un matériau très hétérogène qui a donc une très forte variabilité. Et donc, du coup, les modèles qu'on va utiliser pour évaluer et dimensionner des structures, ils sont ce qu'on va dire sûrs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner des valeurs proches de la réalité, mais ils vont toujours donner des valeurs très conservatrices. Ce qui permet d'avoir une bonne nouvelle, c'est qu'on sait que la plupart de nos structures, comme par exemple ce pont à Fairpeck sur lequel je suis en train de travailler, on sait qu'ils ont une certaine réserve de capacité qu'on pourrait exploiter, par exemple, pour étendre leur durée de vie. Évidemment, le challenge, c'est qu'on ne connaît pas exactement cette réserve de capacité et qu'il est important de bien la quantifier pour éviter les catastrophes. Et donc, l'idée ici, ça va être simplement de placer des capteurs sur la structure afin de collecter des mesurés pendant un temps donné ou pendant un test particulier qu'on va effectuer afin de mieux comprendre son comportement et pouvoir en déduire cette réserve de capacité. Alors, ça peut vous paraître assez évident de mettre des capteurs sur une structure. Peut-être que vous imaginez qu'il y a des capteurs sur toutes nos structures parce qu'on est tellement habitué à avoir des capteurs. On en a dans notre poche, dans nos téléphones, etc. Il y en a partout. Mais sur les infrastructures, de par leur taille, la difficulté d'accès et la difficulté de collecter des données pendant longtemps, en fait, il y a très peu de structures qui sont vraiment monitorées pendant très longtemps. Ensuite, peut-être on pourrait compter sur le doigt d'une main le nombre de ponts qui sont monitorés. Et donc, l'idée ici, donc, pour résumer, c'est qu'on a un ingénieur qui aura conçu une structure en utilisant un modèle qui est simple donc, et qui va donner des résultats sûrs. Et la réalité, c'est que la structure a un comportement beaucoup plus complexe et en plaçant des capteurs aux endroits appropriés et en mettant des bonnes mesures et en faisant une bonne interprétation des données, c'est là la partie cruciale de la recherche sur laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on peut obtenir un modèle beaucoup plus précis qui va nous permettre de mieux évaluer la capacité portante d'un ouvrage. Et donc, souvent, vu que le modèle initial était très sûr, avoir un modèle final qui est beaucoup plus proche de la réalité et qui a une capacité bien supérieure. Et ce qu'on a pu démontrer avec mes collègues à Singapour et aussi de l'EPFL, c'est que pour tous les ponts qu'on a testés à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Inde, en Suisse, à Singapour, etc., en Australie, on a toujours trouvé, dans la plupart des cas, on a trouvé des réserves de capacité de 30 à 70% au-dessus de ce qu'on pensait initialement, tout en respectant évidemment toutes les normes de sécurité, ce qui montre qu'on pourrait garder ces structures du coup beaucoup plus longtemps. Un autre avantage de placer des capteurs, c'est que vu qu'on sait qu'il y a des processus de dégradation en cours, eh ben, il pourrait donner des alarmes au cas où il y a un comportement un peu suspect de l'ouvrage et pouvoir éviter également les catastrophes comme on a vu à Gênes. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième stratégie, qui est dans le cas où on a des structures peut-être détériorées ou qui répondent plus aux exigences actuelles, pour pouvoir les renforcer grâce à un nouveau matériau qui est un composite cimentaire fibré ultra performant qu'on appelle CFUP ou UHP-FRC en anglais, donc l'acronyme est un peu difficile. Mais l'idée, c'est que ça va être un matériau ultra performant qui a énormément de ciment, du sable et plein de petites fibres d'acier. Donc là, ça peut paraître un peu contradictoire. J'ai dit qu'il faut moins utiliser de ciment et j'ai introduit un nouveau matériau plein de ciment. Mais en fait, il a plusieurs propriétés. La première, c'est qu'il est beaucoup plus résistant qu'un béton conventionnel, 4 à 5 fois, ce qui fait qu'on va en utiliser beaucoup moins. Et la deuxième, c'est qu'il est complètement imperméable. Et il faut savoir que tous les processus de détérioration dans les structures en béton viennent qu'il y a de l'eau qui va s'infiltrer dans la structure et qui va, par exemple, corroder les barres d'acier de la structure. Par exemple, c'est ce qui s'est passé au pont de Gênes. Et donc, en utilisant ce matériau, à des endroits, enfin vraiment une utilisation parcimonieuse du matériau, on va pouvoir protéger, à la fois renforcer la structure et la protéger. Et c'est ce qui s'est passé par exemple au viaduc de Ried. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années un peu dans les médias, il avait fait un peu la une parce qu'on a détecté vraiment des endommagements assez sévères de la structure et il avait dû être fermé temporairement. Et donc
on va dire avec une solution conventionnelle, on aurait dû le remplacer, mais grâce à ce nouveau matériau, on a simplement coulé une couche de CFUP sur la structure existante. Donc, voilà, vous pouvez voir, on a ajouté environ 5 cm sur une structure qui faisait 25 cm. On a pu la renforcer, mais donc lui rétablir les propriétés qu'elle avait perdues, mais également stopper ces processus d'endommagement parce qu'on lui a mis une couche d'imperméabilité sur la structure qui la protège et maintenant elle a pu être réouverte au trafic. Et évidemment, si on regarde le bilan carbone global de l'intervention, bah ça reste beaucoup plus faible que si on avait dû démolir et reconstruire la structure. Et donc, ce nouveau matériau, il s'est beaucoup démocratisé en Suisse récemment. Dans les 5 et 10 dernières années, on a jusqu'à maintenant 350 cas d'études en Suisse. La plupart du temps sur des structures existantes, notamment des ponts, qu'on aurait dû remplacer à terme si on n'avait pas eu ce matériau. Et donc, on peut voir que vraiment la technologie elle commence à rentrer dans la pratique. Et une des raisons principales pourquoi il y a ce nouveau matériau, c'est pas simplement parce que c'est bien pour la planète qu'on peut sauver des structures, mais c'est tout simplement parce que c'était moins cher que de remplacer la structure existante. Donc là, on voit qu'il y a une concordance entre les luttes climatiques et économiques, ce qui fait qu'on espère que le matériau va encore plus se démocratiser aux endroits où c'est vraiment utile à l'avenir et on espère un peu plus en dehors de la Suisse. Et finalement, la dernière stratégie sur laquelle j'aimerais discuter, c'est vraiment si on doit remplacer une structure, on a un projet de recherche en collaboration avec le SXL et le TSAM, qui sont 2 laboratoires d'architecture de l'EPFL, pour évaluer le potentiel du réemploi de béton. Donc là, la différence, c'est qu'on va venir vraiment scier les éléments en béton et extraire ces blocs pour les réutiliser dans une autre structure. Donc là, l'avantage, c'est que comparé à la démolition, c'est que là, ces blocs, ils vont garder toutes leurs propriétés structurelles du béton et ça ne revient pas à un gravier. Et donc là, on est en train d'évaluer ce potentiel. Notamment, j'ai des travaux de recherche qui sont encore en cours. Donc, on va présenter cet été et les articles scientifiques sont en préparation où on vient simplement scier des dalles en béton d'une structure qui doit être remplacée, les transporter sur un nouveau chantier et refaire un système de dalles à partir de ces éléments de béton et comparer à une nouvelle structure, des nouvelles dalles en béton conventionnel ou même en béton recyclé, on voit qu'on aurait une réduction du CO2 d'environ 80%. Et donc, ça permet de résoudre 2 problèmes, la question des déchets de l'ancien chantier et des émissions de CO2 liées à la structure du nouveau chantier. Donc, c'est vraiment très prometteur. On espère développer encore ça plus à la suite, mais là, c'est vraiment les tout premiers résultats. Et donc, en guise de conclusion, donc on voit qu'il faut réduire la consommation de béton absolument si on veut réduire les émissions de CO2. Et je vais donner 3 solutions. La première, étendre la durée de vie grâce à un monitoring des structures et mieux comprendre leur comportement. Le deuxième, les réhabiliter et les renforcer grâce aux moyens du CFUP, donc un nouveau matériau. Et finalement, si vraiment on doit remplacer, on voit qu'il est tout à fait possible de réemployer ces structures plutôt que de les recycler, ce qui permettra vraiment de réduire l'impact de nouvelles constructions. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Merci Nouma pour cette excellente présentation et puis on se revoit la prochaine fois.